lorsque par ses agissements à l'occasion de manifestations sur la voie publique ayant donné lieu à des atteintes graves à l'intégrité physique des personnes, il faut prendre son souffle parce que il n'y a pas de point, ainsi qu'à des dommages importants aux biens ou par la commission d'un acte violent à l'occasion de l'une de ces manifestations, une personne constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Le représentant de l'État dans le département ou à Paris, le préfet de police, peut, par arrêté motivé, lui interdire de participer à une manifestation sur la voie publique ayant fait l'objet d'une déclaration dont il a connaissance. Bien. Alors, Monsieur le Ministre, moi j'ai des questions et vos éclairages permettront d'éclairer demain peut-être le juge administratif. Agissement, ça veut dire quoi? Dans le code pénal, il est cité 7 fois. Et 7 fois. Non, mais je le dis, dans le code pénal, on est bien en droit administratif, monsieur le ministre, je suis bien conscient, monsieur le ministre Richard, mais dans le code pénal, qui est un droit réputé précis, le mot agissement est cité 7 fois. Dans ces 7 fois, il fait allusion à des incriminations pénales circonscrites, extrêmement précises. Et donc, pour le coup, à quoi on fait allusion? Si on prend le Larousse, agissement, ça veut dire manière d'agir, façon d'agir. Et si on prend les homonymes, ça veut dire manœuvre, intrigue. Que je sache, je ne savais pas que le droit administratif ou le droit pénal doivent sanctionner des manœuvres ou des intrigues. Et enfin, j'aimerais avoir une précision sur savoir si les agissements sont en lien avec une personne ou avec les circonstances d'une manifestation. Merci. Notre collègue Loïc Hervé vient de lire cet alinéa 2 de l'article 2. Et en fait, au-delà de la remarque pertinente qu'il a faite sur le mot agissement, quand on le lit comme ça, on se dit, on attend une peine, on attend une condamnation judiciaire. Vous nous parlez des casseurs. Est-ce qu'il y a une ligne dans ce texte qui réprime les actes que vous condamnez? Il n'y a rien. Il n'y a rien. La seule peine qu'il y a, c'est une peine si on ne se soumet pas à l'interdiction de manifester. Réprimer les actes que vous condamnez, il n'y a rien dans ce texte. S'appuyer sur une condamnation judiciaire pour interdire une personne de manifester, il n'y a rien dans ce texte. Il y a juste, avec les réserves qui viennent d'être exprimées, le fait que des actes qui mériteraient, le cas échéant, d'être traduits en justice, produisent la capacité pour le préfet d'interdire une personne de manifester. C'est quand même un droit constitutionnel de manifester pour exprimer son opinion. Et je crois que nous sommes attachés à ça tous. Alors vous voyez, en 2015, nous avons été soumis à de très graves attentats terroristes. Le gouvernement a puisé dans l'arsenal juridique pour, sur la base de l'état d'urgence, renforcer un certain nombre de mesures administratives pour prévenir des actes terroristes. C'était l'état d'urgence. En 2017, le gouvernement d'Emmanuel Macron a considéré qu'il fallait sortir de l'état d'urgence, mais garder les mesures de l'état d'urgence pour la prévention, pour prévenir la prévention d'actes terroristes. Là, nous ne parlons pas de prévention d'actes terroristes, nous parlons de prévention de manifestations. C'est quand même autre chose. Et 2 ans après, pour prévenir les manifestations, on va donner des pouvoirs de police administrative au préfet. Enfin, c'est quand même incroyable. En 2 ans, le glissement, en 4 ans, le glissement, état d'urgence, risque terroriste. Et là, pour finalement bloquer une liberté constitutionnelle. Enfin, c'est quand même assez étonnant, ce glissement en 4 ans. Alors après, nous avons des belles âmes qui nous expliquent que certaines démocraties sont illibérales. Je regarde notre évolution et je m'interroge. Et en tout état de cause, il n'est pas sérieux, il n'est pas correct de faire croire, messieurs de la majorité sénatoriale, mesdames de la majorité sénatoriale, madame la rapporteure, que ce texte est un texte qui réprime les actes des casseurs. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Rien dans ce texte ne les réprime. Par contre, en 4 ans, l'évolution de notre conception des libertés et du pouvoir administratif, elle a sérieusement évolué. Et c'est assez... poussez un petit peu là.
Non, vous poussez un petit peu. 42 secondes de dépassement sur 2 minutes et demie, ça fait beaucoup. Je ça... suis désolé, j'exprime une conviction. Très je n'ai pas regardé le temps de parole et je crois que... Non, ça va, monsieur. Voilà, j'exprime une conviction, je n'ai pas regardé le temps de parole, je m'excuse et de toute façon, je crois que j'avais dit l'essentiel. Bon, avec cet article 2, on est au cœur du texte dont nous débattons. Un débat d'ailleurs qui est un savant mélange entre beaucoup d'idéologie, c'est ce qui nous est proposé ici, et beaucoup de calculs politiques, c'est ce vote conforme dont on nous parle depuis tout à l'heure. Je voudrais relever quelque chose qui a été dit tout à l'heure. Le terme lâcheté a été utilisé par un des orateurs un peu plus tôt. On aurait pu faire un rappel au règlement, mais je trouve ça très très déplacé. Parce qu'ici, nous n'employons pas sur ces bancs le ton martial. Alors on n'a pas parlé de hordes barbares, de vandales, de brutes, d'ultra-violents. En revanche, il ne manquera personne pour condamner toutes les violences et exiger la plus grande sévérité. Et il ne manquera personne pour soutenir les forces de l'ordre. Deuxième point que je voulais aborder, c'est ce que dit Jacques Toubon ce matin. Et ça mérite quand même qu'on s'y attarde. Il s'inquiète, il s'interroge sur le nombre jamais vu d'interpellations et de gardes à vue intervenus de manière préventive lors de certaines manifestations. Ce qui prouve, comme vient de le dire notre collègue Bonnecarrère, que le droit existant suffit. Il s'interroge sur le fait que des directives des autorités semblent s'inscrire dans la continuité des mesures de l'état d'urgence. C'est ce que disait à l'instant Jean-Yves Lecomte. Que finalement, le régime d'exception empoisonne progressivement le droit commun. Et enfin, que ce qui se passe en ce moment contribue à poser les bases d'un nouvel ordre juridique fondé sur la suspicion, au sein duquel les droits et libertés fondamentales connaissent une certaine forme d'affaissement. Il existe tout ce qu'il faut. Il existe tout ce qu'il faut pour lutter contre les violences et les casseurs. Arrêtons de nous embarrasser avec des sujets qui sont périphériques et qui sont dangereux. On ne le répétera jamais assez fort. On invoque le dispositif anti-hooligan, l'interdiction administrative de stade, comme si c'était un précédent magnifique. Il n'a pas été évalué, et les exemples qu'on a pu donner tout à l'heure, les exemples que nous donnent les supporters, sont inquiétants. Parce qu'une disposition administrative, elle est parfois un petit peu rapide, un petit peu aléatoire, et pour attendre qu'elle cesse de produire des effets, eh bien, la justice, elle, ne sera pas présente, et les gens subissent des contraintes qui sont extrêmement lourdes dans leur vie quotidienne. Enfin, les juristes se délectent sans doute à l'avance des circulaires qui vont tomber pour mettre en application ces articles, parce qu'il y a tellement de flou, notamment les agissements, comme l'a bien relevé notre collègue Loïc Hervé, que tout ça nous paraît bien aléatoire, bien trop dangereux. Merci, Monsieur le Président. Je vais aller à l'essentiel. La décision d'interdiction préventive de manifester est par trop discrétionnaire. Ça a été relevé par les orateurs précédents, je ne m'y attarde pas. On voit bien que les éléments objectifs sur lesquels peut s'appuyer le préfet pour cette interdiction sont trop larges, sont trop aléatoires, et donc amènent la possibilité d'interdictions qui sont parfois arbitraires, on l'a dit. Deuxième argument, les conséquences de la mesure administrative d'interdiction elles-mêmes sont disproportionnées. L'obligation de pointage ainsi que l'interdiction de prendre part à toute manifestation sur l'ensemble du territoire national pour une durée d'1 mois, tout cela paraît manifestement excessif. Et puis, s'agissant des garde-fous, les garde-fous ils sont très putatifs, puisque le droit au recours effectif devant le juge est, dans les faits, impossible. Donc, pour toutes ces raisons, la suppression de cet article scélérat nous paraît la meilleure chose. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Les épisodes violents que connaissent certains mouvements sociaux ne justifient pas tout. En tant que législateurs, nous avons le devoir de ne pas céder face à l'urgence du moment, aux passions de l'instant. Légiférer, c'est faire la part des choses, c'est mettre de la distance entre l'actualité et la loi au nom de l'intérêt général. Les unes de la presse et les JT passent et s'enchaînent, mais le droit, lui, reste. Je me permets de vous alerter car ces lois de circonstances s'accumulent, se superposent et affaiblissent peu à peu notre état de droit. Répondre à la violence par la violence, à la révolte par des lois autoritaires, c'est rentrer dans le jeu de ceux qui défient l'État, qui accusent notre démocratie d'hypocrisie et de posture lorsqu'elle se revendique comme rempart des droits humains. Une démocratie qui a recours à des lois liberticides pour se défendre prend le risque de perdre son fondement. La manifestation est indissociable de notre histoire.
Elle a permis l'avènement de la République en 1789 et celui de la démocratie en 1848. Elle est le terreau des conquêtes sociales, notamment celles de 1936 ou de 1968. Elle a accompagné la libération de Paris, les victoires de la France en Coupe du Monde ou le profond soutien à la liberté de la presse et la République en 2015. La manifestation est consacrée par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui en fixe d'ailleurs la limite encadrée par la loi de 1935. L'article 2 fait une interprétation beaucoup trop zélée de la notion de trouble à l'ordre public, mentionnée par la Déclaration des droits de l'homme, et ne respecte vraisemblablement pas nos droits constitutionnels. En permettant de sanctionner a priori des manifestations sur la base de simples soupçons, il ouvre le règne de l'arbitraire et piétine les libertés publiques. En confiant à une autorité administrative, plutôt qu'à une autorité judiciaire, la charge de déterminer une sanction, il contrevient à la séparation des pouvoirs et aux garanties prévues par l'ordre judiciaire. En désignant subjectivement qui a le droit de manifester ou qui ne l'a pas, cet article est un redoutable outil pour réduire les oppositions politiques au silence, outil qui n'a pas sa place dans un régime démocratique. Chers collègues, dans les lettres persanes, Montesquieu disait ironiquement qu'il ne fallait toucher à la loi que d'une main tremblante. Il est parfois bon de prendre cette recommandation au pied de la lettre. D'ailleurs, même la main de Jupiter tremble, puisqu'inquiet, il envisage de saisir le Conseil constitutionnel pour nettoyer cette future loi de ses scories autoritaires. Le Parlement se grandirait à éviter le ridicule d'un tel scénario. Alors oui, défendons la démocratie et la République. Le Président, et par la loi du 8 juin 1970, le gouvernement de Chaban-Delmas appelait à réprimer les participants et organisateurs de rassemblements. Ce texte de loi avait été jugé liberticide et abrogé par le président Mitterrand. Force est de constater que l'histoire bégaie et que la mesure revient à l'ordre du jour. L'article 2 que nous examinons tend à autoriser les préfets à prononcer des interdictions de manifester pouvant être assorties d'obligations de pointage à l'encontre de toute personne susceptible de représenter une menace pour l'ordre public. La mesure permettrait donc d'empêcher, voire de retenir certains individus de se rendre aux manifestations à titre préventif et sans qu'aucune condamnation pénale n'ait été prononcée à leur encontre. Dans un premier temps, cet article porte atteinte au principe de l'égalité des délits et des peines. Comment, en effet, les autorités préfectorales pourraient-elles juger de la culpabilité d'un individu et prononcer des mesures attentatoires à la liberté d'aller et venir au regard de prétendues menaces? Cette mesure illustre la frénésie sécuritaire qui atteint l'exécutif. Elle n'est qu'un instrument dangereux qui ouvre la voie à l'arbitraire. L'Assemblée nationale a ensuite complété le dispositif par une énième disposition liberticide, celle d'étendre la mesure d'interdiction de manifestation pour la personne à l'ensemble du territoire national pour une durée pouvant aller jusqu'à 1 mois. Cet ajout apparaît totalement disproportionné et non justifié par la nécessité de sauvegarde de l'ordre public. La nouvelle rédaction de cet article a été décriée par l'opposition, mais aussi Monsieur le Président Macron lui-même semble être pris de doute puisqu'il a préféré saisir le Conseil des sages pour en vérifier la constitutionnalité. Chers collègues, vu que cette mesure particulièrement attentatoire aux libertés fondamentales n'a pas sa place dans notre État de droit, nous espérons sa censure par le Conseil constitutionnel. Pour ces raisons, nous nous opposerons à ce texte. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je condamne sans ambiguïté toutes les formes de violence. Comme vous, j'ai été choqué par les images de policiers agressés, de symboles attaqués, de commerces vandalisés. J'ai vu des gens animés d'un pur désir de destruction qui doivent être réprimés. Mais on ne peut juger du droit de manifester à la seule aune des débordements qu'il peut entraîner. Les délits et les crimes doivent être punis, mais il n'y a plus de démocratie si le préfet les présume pour interdire l'exercice d'une liberté. Cette loi, et l'article 2 en particulier, vise les Gilets jaunes
sous prétexte de juguler les casseurs que le droit pénal ordinaire autorise déjà à réprimer. Ce texte limite les manifestations, pas les actes violents. Il intimide le citoyen et non le délinquant. Le progressisme affiché n'est sûrement pas du côté des libertés publiques. Il est alimenté par un courant hostile aux libertés qui s'appuie sur chaque débordement particulier pour demander la suppression d'une liberté en général. Presque, hélas, la mode est aujourd'hui d'accueillir la liberté avec sarcasme, de la regarder comme un fossile. La contradiction politique entre la lutte revendiquée par le gouvernement contre le populisme et cette loi est stupéfiante. Je vous remercie. Je dois bien avouer mon étonnement au fait que nous discutions en toute connaissance de cause, qui plus est, d'un article dont l'inconstitutionnalité est certaine. Alors oui, le rapport du Sénat se montre assez prudent sur cet élément. Oui, les représentants du ministère de l'Intérieur auditionnés ont écarté tout risque d'inconstitutionnalité, réduisant les modifications apportées à l'Assemblée nationale à de simples mesures opérationnelles. Pourtant, les difficultés constitutionnelles de l'article 2 se sont fait ressentir jusqu'au président de la République qui a choisi, on le sait maintenant, de saisir le Conseil constitutionnel pour lever les différents doutes qui s'expriment bien au-delà de cet hémicycle. Premièrement, le doute sur la proportionnalité de la mesure, et notamment son extension possible sur un mois sur l'ensemble du territoire national. On voit bien, et on voit même très bien l'enjeu pour le ministère, éviter d'une part la surcharge des services préfectoraux qui pourraient donc se retrouver dépassés, et d'autre part les stratégies de contournement en délocalisant sa participation à une manifestation. La jurisprudence du Conseil constitutionnel est constante en la matière. La limitation de l'exercice d'une liberté fondamentale constitutionnellement garantie doit être justifiée par la nécessité de sauvegarder l'ordre public et proportionnée à cet objectif. L'impératif n'est ici pas rempli au vu de la très large extension du dispositif. Deuxièmement, le doute sur le champ d'application qui rejoint la question de la proportionnalité. On laisse au préfet la libre détermination des agissements ayant justifié l'interdiction administrative et des manifestations interdites. Donc cet article a au final une vertu, c'est que pour la première fois, le Conseil constitutionnel devrait statuer sur la valeur juridique du terme « agissement » et son caractère suffisamment précis. Mais dans l'attente, on se retrouve avec un préfet tout-puissant qui pourrait très bien, et il le fait déjà dans le cadre des interdictions administratives de stade, dont s'inspire l'interdiction administrative de manifester. Donc il pourrait interdire la participation à toutes les manifestations publiques à des personnes coupables de tag, par exemple. Alors oui, les représentants du ministère ont tenté de nous rassurer, mais il ne faut jamais oublier que les majorités et les décideurs politiques partent, les mentions juridiques, elles, restent. Très bien. Nous n'avons pas un problème de manque de loi contre les violences dans les manifestations. Défendre la République, l'ordre public républicain, la démocratie, qui sont des points que nous avons entendus ce soir, sont des responsabilités que chacun de nous assume. C'est par exemple l'ensemble des mesures prises contre le terrorisme. Notre sujet est de savoir si nous avons aujourd'hui les moyens de lutter contre les violences dans les manifestations. Notre police et notre justice ont, à mon sens, les moyens d'agir et de maintenir l'ordre républicain. Elles le font. Les interpellations ont lieu. 2000 manifestants, ce qui n'est pas un petit chiffre, ont fait l'objet d'une judiciarisation lors des épisodes successifs dits des Gilets jaunes. Et le juge pénal a la possibilité de sanctionner des auteurs de violences d'une interdiction de manifester ou de déplacement dans le cadre des peines dites complémentaires au titre de l'article L131-10 du Code pénal. En résumé, je doute que le texte proposé apporterait dans la pratique l'efficacité que vous lui prêtez. Nous sommes devant un texte de circonstance sur un sujet qui n'est pas comparable à la lutte contre le hooliganisme et dont il est difficile de soutenir la constitutionnalité. Pour aller maintenant à l'essentiel. Une loi se doit d'être intemporelle.
et il pourrait être fait demain un mauvais usage de l'interdiction préventive de manifester. Plus fondamentalement, j'attends de nos institutions, premièrement, de la fermeté sur les sujets régaliens, Monsieur le ministre, mais je crois aussi que l'idée qui prévaut de plus en plus en Europe, que notre sécurité serait mieux protégée en acceptant de renoncer à une partie de nos libertés, est une mauvaise chose pour notre démocratie. Je souhaiterais aborder un point qui n'a pas encore été abordé concernant cet article 2 qui, décidément, pose beaucoup de problèmes. Notre collègue Loïc Hervé l'a lu. Effectivement, il fait une dizaine de lignes et j'imagine déjà la rédaction, effectivement, par les services du ministère de l'Intérieur de la circulaire d'application dirigée auprès des fonctionnaires de police. Mais il faut savoir que si la liberté de manifester peut être limitée en raison des principes de protection de l'ordre public, cela doit être fait, notamment de manière proportionnée. Et il y a un point donc, qui n'a pas du tout été évoqué depuis que nous discutons de ce sujet depuis plusieurs minutes, c'est son application dans le temps. Lorsque nous lisons cet article, nous voyons que rien n'impose que les faits, les agissements, aient été commis récemment, lors d'une manifestation précédente, récente, non. Et donc une personne va pouvoir se trouver ad vitam, suspecte et donc sujette à une interdiction de manifester qui serait prise pour une durée de 1 mois, mais qui pourrait être prise ainsi régulièrement. Donc j'attire votre attention sur ce point, car peut-être ne l'aviez-vous pas vu dans cette rédaction qui est assez complexe, touffue et longue. Donc, j'insiste, quelqu'un pourra pendant des mois, des années, être régulièrement interdit de manifester, car rien n'impose dans le texte que vous souhaitez voter conforme que ces agissements auxquels il est fait référence soient récents ou liés à la manifestation concernée. Voilà pourquoi nous nous opposons à cet article 2. Monsieur le Président, je vous remercie sur la question de la constitutionnalité et du droit à manifester. J'ai une question pour Monsieur le Ministre qui pourra peut-être y répondre lorsqu'il se prononcera tout à l'heure ou quand il voudra. L'article L211-4.1 dans la rédaction qui est proposée dans ce texte de loi m'interpelle. On indique que le préfet peut interdire à quelqu'un de manifester lorsque, par ses agissements, cette personne, à l'occasion de manifestations, a donné lieu à des atteintes graves à l'intégrité physique des personnes, etc. Mais cela signifie que le préfet, qui doit motiver son arrêté, doit avoir la preuve de ses agissements. Il va devoir en justifier devant le juge administratif. Si on en a la preuve et on a les éléments, pour quel motif, Monsieur le ministre, le gouvernement n'envisage-t-il pas que ces personnes soient poursuivies pour les agissements et se retrouvent poursuivies devant le juge judiciaire et condamnées à une peine éventuellement de prison, une peine d'amende et une peine d'interdiction? Donc, j'avoue que je ne comprends pas comment on peut penser à ce texte-là sans se dire on a bien les outils pour agir. En réalité, on n'aura même pas les outils pour pouvoir permettre au préfet de justifier l'existence d'agissements et donc de se justifier devant le tribunal administratif. Tout ce qu'on espère, c'est que les personnes auxquelles on notifiera des arrêtés d'interdiction n'iront pas devant le juge administratif et se contenteront de rester chez eux. C'est un peu simple. Merci. Et donc, l'avis de la commission, Madame la rapporteure ? Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, les amendements 13 et 20 font l'objet d'une discussion commune, donc mon explication vaudra pour les deux. Je vous ai fait part dans mon propos liminaire, mes chers collègues, des interrogations de la Commission quant à certaines rédactions qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale sur cet article 2. Néanmoins, nous considérons que ces interrogations ne remettent pas en cause le bien-fondé de la mesure d'interdiction de manifester. Je rappelle que cette dernière n'aura en aucun cas vocation à concerner les manifestants pacifiques. Il s'agit de viser uniquement les personnes les plus dangereuses qui constituent une menace caractérisée pour l'ordre public. Le préfet de police de Paris m'a par exemple indiqué que 80 à 100 personnes pourraient être concernées en Île-de-France. Nous sommes loin de l'atteinte massive à la liberté de manifester. Il y a eu tout à l'heure un débat, j'aimerais apporter quelques précisions concernant le terme « agissement » qui a été utilisé dans ce texte. On cible
par ce qualificatif des comportements qui sont très précis et qui ne sont pas couverts par l'acte violent. Seraient visées les personnes qui incitent à des actes violents en les suscitant, en les encourageant de façon récurrente. C'est exactement ce qui nous a été dit lors des auditions récurrentes. Ces agissements répétés pourront être détectés par les caméras de surveillance. On vise précisément les meneurs. Je dis cela pour que mes propos soient consignés dans le journal officiel et qui pourront donc être utilisés pour la lecture, enfin par le juge administratif lorsqu'il sera effectivement saisi par un recours. Et donc, il faut également, autre précision, il faut que la personne présente une menace d'une particulière gravité à l'ordre public. Donc les tags, Madame Assassi, ne peuvent, elle n'est pas là, mais elle m'entendra, elle est là. Les tags ne peuvent pas rentrer dans ce cadre-là. Et enfin, pour terminer, comme pour toutes les mesures de police administrative, la décision du préfet ne sera pas subjective. Son arrêté devra être motivé. Des éléments probants permettant d'établir la menace à l'ordre public devront être apportés et, à défaut, la mesure pourra être annulée par le juge administratif. C'est pour cette raison que nous avons donné 2 avis défavorables à ces amendements. Très bien. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, et ça me permettra, à travers ces 2 amendements, de répondre à des questionnements qui ont été posés, notamment sur la question des agissements. Je souhaite le dire, le critère de l'interdiction de prendre part à une manifestation ou à plusieurs manifestations ne réside pas dans les agissements commis par un individu. Le fondement essentiel qui est prévu par ce texte, le fondement essentiel de l'interdiction administrative de manifester est bien, je cite, et là le droit est clair sur ce sujet, la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Et c'est cette menace d'une particulière gravité pour l'ordre public que constituerait sa présence lors d'une manifestation qui amène le préfet à se prononcer. Ce degré de menace est ce qu'il y a de plus haut dans la gradation des menaces à l'ordre public. Nous avons les menaces aggravées et les menaces d'une particulière gravité. Je pense qu'il est essentiel d'avoir quand même cela en tête, au-delà des commentaires que l'on peut faire. Il faut avoir en tête que la menace pour l'ordre public est caractérisée par des agissements antérieurs de l'individu commis à l'occasion de manifestations ayant donné lieu à de graves atteintes aux biens et aux personnes. Là encore, il ne s'agit pas de pénaliser quelqu'un qui aurait participé à une manifestation. Nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Le préfet devra donc, et ça a été rappelé par Madame la rapporteure, caractériser de manière précise, évidemment précise et objective, la menace d'une particulière gravité, notamment par des notes de renseignement pour interdire à un individu de participer à cette manifestation. Cette menace se caractérise, là encore, et j'utilise à nouveau le mot caractériser, non pas pour faire une répétition, mais pour que les choses soient claires, se caractérise, là encore, par des comportements violents, par des actes violents, voire par la référence à la commission d'une infraction pénale, sans qu'elle ait forcément déjà donné lieu à la poursuite par l'autorité judiciaire. Je voudrais vous dire, mesdames, messieurs, que par nature, il ne faut pas avoir peur des préfets. Et que les préfets savent, et c'est ce que le texte a prévu, que dès lors qu'ils devront notifier dans les 3 jours qui précèdent, ils prennent le risque évident, naturel, légitime, d'être cassés dans leur décision par le juge qui devra se prononcer. Et donc les préfets, ce n'est pas un exercice qu'ils aiment passionnément, celle de prendre des décisions qui sont annulées par un juge. Et donc ils vont veiller évidemment à reprendre l'ensemble des éléments que je viens d'évoquer. Et donc il faut avoir en tête que l'autorité administrative agit dans le cadre de la prévention de troubles à l'ordre public et non dans une logique, et en aucun cas dans une logique répressive. Et il doit pouvoir prendre en compte des éléments de fait attestant précisément le comportement de l'intéressé, comme selon la définition que ce comportement présente une dangerosité particulière pour l'ordre public. C'est cela et seulement de cela dont on parle. Et il y a quand même une forme de paradoxe, mesdames, messieurs les sénateurs, à au fond ne pas trouver choquant qu'un préfet puisse interdire une manifestation et à trouver scandaleux qu'un préfet puisse interdire 2 manifestations
une personne qui présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. C'est cela dont on parle, et c'est évidemment dans ce cadre-là, et seulement dans ce cadre-là, que les préfets agiront. On vote sur l'article 2 dans son ensemble. Qui est pour? Non, trop tard. Qui est contre? Oui, mais j'avais entamé le vote, je ne pouvais pas revenir en arrière. Qui est contre? Donc, voilà. Qui s'abstient? Il est adopté.